Merci de choisir la RFM pour vous informer. Il est midi, l'heure du journal. Youssouf Boudian. Les titres de ce journal, le groupe BP brise le silence et se dit surpris et déçu par les informations révélées par la BBC. La société britannique dit avoir respecté la loi et se réserve le droit d'ester en justice. Le média britannique. Sur cette affaire, Petrotim Alioussal BBC, SOS consommateurs exige des réponses de la part du gouvernement dont la communication de crise est jugée chaotique par des spécialistes que vous entendrez. Lendemain de Korité au Sénégal, le décor est presque le même dans la plupart des marchés du pays. Les ordures font la loi. L'UCG a déployé ses équipes pour les nettoyer. Dans le cadre de l'opération Korité Zéro Déchet, à suivre un reportage au marché HLM de Koumba Sandian Faya. 7 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde à cause de la pollution de l'air. Un changement dans nos choix de vie préconisé par ONU Environnement à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée hier. La page internationale de ce 12h sera présentée par Anna Rocha. À la une, la situation au Soudan. Après la volte-face des militaires, le gouvernement publie son premier bilan. Le 46 morts au lieu de la centaine de victimes annoncées par un comité de médecins proche du mouvement contestataire. En RDC, la Commission nationale des droits de l'homme implique les autorités gouvernementales dans les massacres de Yumbi de décembre 2018. Certains éléments de l'enquête révèlent la présence de forces de l'ordre ainsi que des armes de guerre. Et puis en Allemagne, un infirmier a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de 85 patients en 5 ans. Le développement aux environs de 12h15. Le Monisport avec Chertiyan Diagne. Une nouvelle tempête pour le foot africain. Jeune Afrique annonce que le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad a été interpellé ce matin à Paris par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Un contrat de sponsoring rompu par la CAF serait en cause. Dans ce journal, nous allons aussi parler de Sadio Mané qui remporte le 11 d'or. Il est le premier joueur africain à avoir ce titre depuis Drogba en 2004. Nous allons aussi nous intéresser au basketball avec l'arrivée de la Coupe du monde masculine. Le trophée donc attendu aujourd'hui à Dakar. Il sera exposé au Stadio Marius Ndiaye. Le rendez-vous donc dans la page des sports de Chertiyan Diagne aux environs de 12h20 et puis votre chronique du jeudi avec Abdoulaye Ndiaye sera également au rendez-vous et puis la revue de quelques journaux parus ce matin avec Mohamed Ali Mouba. À la technique, Ali Ouba. Bonjour et bienvenue à tous. D'abord, cette information que nous avons appris ce matin à Koumpentoum, un incendie a ravagé une boutique avec des dégâts évalués à plus de 100 millions de francs CFA. C'est la plus grande boutique de la ville qui appartient aux commerçants du nom de Shirley. Les sapeurs-pompiers ont réussi à éteindre le feu, selon notre correspondant à Kaffrine, Omar Ndiaye, qui promet d'y revenir en détail. Le groupe BP récuse les informations révélées dans l'enquête de BBC. La société britannique dit avoir respecté l'éthique et les modalités de lutte contre la corruption. BP est donc en conformité avec la loi, selon ses responsables, qui se disent surpris et déçus par ces informations de BBC. Face à la presse ce matin, le directeur général de BP Sénégal dit se réserver le droit d'ester en justice. Le compte-rendu de Abdou Diop Junior. BP a réfuté avoir agi de manière inappropriée pendant l'acquisition des parts de Timis Corporation au Sénégal en avril 2017. Jérôme Mossari, directeur général de British Petroleum Sénégal. BP a effectué les vérifications appropriées avant de décider d'acquérir des intérêts dans les licences de Caillard Offshore Profond et Saint-Louis Profond, y compris l'aspect éthique et anticorruption. Nous en sommes sortis convaincus que rien ne s'opposait à cette transaction. Le montant payé par BP pour ses parts de licence est dans la valeur du marché. Ces clauses du contrat sont confidentielles, ce qui est une approche courante dans ce type de transaction. Toutes les royalties qui pourraient être payées à Timis Corporation seront exclusivement déduites des fonds de BP. Ces royalties n'auront donc aucun impact sur les revenus de la République du Sénégal ou ceux de ses partenaires. Jérôme Mossari apporte des précisions sur les chiffres donnés par la BBC et qui sont jugés faux. BP ne reconnaît pas ce document. Contenant ces chiffres, nous pensons qu'il a été
produit par une autre partie. Même dans un scénario avec les conditions économiques et techniques très favorables, les royalties qui pourraient être payées par BP à Timis Corporation n'atteindraient même pas 1% de ce que la République du Sénégal pourrait recevoir. Pour toutes ces raisons, la multinationale britannique pourrait porter plainte. C'est-à-dire que nous avons été très déçus qu'un média comme la BBC puisse diffuser de telles inexactitudes. Et en conséquent, nous nous réservons la possibilité de faire valoir nos droits. Nous nous réservons la possibilité de faire valoir nos droits. Le patron de BP Sénégal précise que l'acquisition en question a suivi les procédures régulières et que rien ne s'y opposait. Abdou Diouf Junior, pour le Forum civil, au-delà du travail de la justice sur cette affaire, le Sénégal doit procéder à de profondes réformes. Selon le coordonnateur adjoint du Forum civil, il s'appelle Abdoul Aziz Diop, il est joint par Elan Diogoutienne. C'est une affaire extrêmement gravissime, si on peut dire ainsi, surtout dans un secteur très corruptogène, où on parle même pour l'Afrique de 50 milliards de flux financiers illicites par an, de 1000 milliards par an à travers le monde, à travers les ressources naturelles. Donc je pense que le Sénégal gagnerait à surtout, quand je dis le Sénégal, c'est les Sénégalais dans leur entité, ce qu'ils veulent exactement que la lumière soit faite. Mais ils n'ont pas besoin de rente politique, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Je pense que le débat mériterait d'être clarifié, que la justice s'autosaisisse de cette question une bonne fois pour toutes. Parce que c'est une question récurrente qui revient, Petro-Tim. On a vu le rapport de l'OFNAC qui a été classé sans suite. On a vu le rapport de l'IG qui n'a pas été déclassifié. Et c'est ce qui est choquant un peu dans tout cela. C'est une affaire privée, mais qu'on en fasse une affaire carrément d'État. Parce que c'est le frère du président qui est impliqué. Et cela pose problème. Pose problème déjà au Sénégal. Nous n'avons pas une loi sur les conflits d'intérêts de portée générale. Nous avions aussi demandé que la question des cessions et des transferts soit réglementée de manière très stricte, pour éviter vraiment toutes ces dérives auxquelles nous assistons. Cette situation devrait pousser l'État sénégalais à prendre les réformes hardies pour enfin que ce secteur soit mieux protégé. Parce qu'encore, faudrait-il le rappeler, le Sénégal, même si on dit qu'il a des réalités, est une initiative qui promeut la transparence, mais qui ne la garantit pas. Abdoul Aziz Diop du Forum civil. Toujours sur cette affaire, la justice sénégalaise doit faire toute la lumière sur donc ces soupçons de corruption. C'est également ce qu'exige le président de SOS Consommateurs. Les accusations de l'enquête de BBC sont claires, donc les réponses du gouvernement doivent être précises. Une plainte contre le média britannique ne suffit pas, estime Maître Masroune Kane. Il est joint par Elan Diogoutienne. Nous, on n'exclut aucune hypothèse. Ça peut être fondé comme ça peut ne pas être fondé. Maintenant, ceux qui ont été accusés vont se défendre et ils vont fournir les preuves que c'est totalement inexact. C'est ce que nous attendons et je pense que tous les Sénégalais attendent ça parce que c'est des centaines de milliards qui concernent les Sénégalais, qui devraient servir à construire des hôpitaux, des universités, des écoles, etc. En tout cas, les accusations sont graves et précises. Donc je pense qu'il est du devoir des gens qui ont été accusés publiquement devant les Sénégalais, devant tout le monde, de fournir des éléments qui contredisent les accusations qui ont été faites. Mais j'ai vu que le gouvernement a réagi en disant que c'était pas fondé. Maintenant, c'était pas fondé, il ne faut pas seulement l'affirmer, fournir les éléments de preuve. Et c'est ce que nous attendons. Je pense que cette affaire interpelle et intéresse tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais. Donc, devant une telle interpellation, il faut qu'on nous apporte des clarifications, il faut qu'on nous apporte des preuves qui peuvent contredire tout ce qui a été dit par les journalistes de BBC. J'ai vu qu'il y a des menaces de plainte et tout, mais même déposer des plaintes ne suffit pas pour les Sénégalais. Il faut qu'on nous apporte des éléments qui contredisent, qui démentissent les accusations, comme j'ai dit, graves et précises. Maître Masroune Kane, cette affaire, donc Petro-Tim, Aliou Sall, BBC, a encore mis à nu les failles dans la communication du gouvernement, surtout en période de crise. En tout cas, c'est l'avis de spécialistes qui déplorent une cacophonie. Mohamed Ali Mouba leur a donné la parole. Selon l'expert en communication, Momar Thiam, la posture du gouvernement dans l'affaire Petro-Tim Aliou Sall, BBC, est proprement calamiteuse. La communication a été très mal menée. En général, en termes de communication, quand un événement se passe, on dit souvent qu'il faut trouver un contre-feu. Et à mon sens, le contre-feu n'était pas justement l'organisation de cette conférence de presse, etc. D'autant plus qu'Aliou Sall s'est exprimé devant les journalistes. Il y a toujours une période de latence qu'il faut laisser passer avant
avaler la pilule et avoir des infos en béton, faire les investigations nécessaires et pouvoir revenir et créer un contre-feu pour qu'on ne parler du reportage de la BBC. Et je pense qu'il y a eu des errements au niveau gouvernemental autour de cette question. Il y a eu des empressements. Pire, dans cette affaire, ce sont les b.a.-ba de la communication de crise qui ont été ratés. Mamadou Ndiaye, spécialiste en communication au CESTI. Ça a alerté tous les spécialistes. On ne commence pas une communication de crise avec une conférence de presse. Il y a ce qu'on appelle les moyens de communication d'urgence, notamment les communiqués de presse qu'il faut envoyer. Essayer d'étudier le dossier avant de convoquer une conférence de presse pour aller en profondeur et aussi savoir par rapport à la crise en question quelle est la posture, la position à prendre et quelles sont les conséquences de chaque position ou de chaque stratégie à mettre en œuvre. Question alors, qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce type de crise? Prendre le temps de communiquer sans laisser à l'autre le soin de nous dicter son agenda. Mamadou Ndiaye. Il faut prendre le temps de faire une communication d'urgence, de faire déjà un communiqué de presse, de dire telle chose s'est passée et nous, par rapport à cette accusation-là, voilà notre position. Maintenant, nous vous convoquons à une conférence de presse 2 jours après, par exemple, et après parler de la situation. Mais vous savez, en communication de crise, il est interdit de faire de la dénégation, sinon ça va permettre à d'autres personnes qui n'étaient même pas intéressés par l'affaire, de continuer à creuser davantage. Pour n'avoir pas réussi à diagnostiquer proprement le mal en vue de l'enrayer, la vidéo de BBC continue de secouer la République au sommet. Mohamed Ali Mouba, ce présumé donc scandale des contrats pétroliers et gaziers sera certainement au menu du Conseil des ministres qui se réunit finalement ce jeudi au Palais de la République. Korité oblige. Il est 12h passé de 11 minutes. Merci de nous choisir. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Youssouf Boudian. Nous revenons sur cette information, donc l'incendie qui a ravagé une boutique, c'est plutôt à Koungheul, non à Kumpentum, c'est à Koungheul, donc une boutique qui a été ravagée, c'est l'une des plus grandes de la ville, plus de 100 millions de francs CFA emportés par les flammes. Nous y reviendrons avec notre correspondant Omar Ndiaye. La pollution de l'air impacte fortement la santé des populations. 7 millions de décès par an dans le monde selon l'OMS. C'est pourquoi cette année, le slogan de la Journée mondiale de l'environnement et de nos choix de vie dépend la qualité de l'air que nous respirons. Les explications de la directrice du Centre de gestion de la qualité de l'air, Aminata Mbou Djokhane, elle était l'invitée de RFM Matin. La pollution de l'air a un impact sur la santé, notamment la santé respiratoire. Le ministère de l'Environnement travaille beaucoup avec le ministère de la Santé qui fait ce lien entre la pollution atmosphérique et la santé. Et au niveau du Sénégal, il y a effectivement une recrudescence des crises d'asthme, des affections respiratoires et cela pourrait être attribué en partie à la pollution atmosphérique selon les recherches qui sont faites. Il est difficile d'avoir des statistiques précises en Afrique, mais on sait qu'au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé a estimé à 7 millions le nombre de décès liés à la pollution de l'air extérieur et intérieur, dont 3,2 millions liés à la pollution de l'air intérieur et 4 millions à la pollution de l'air extérieur. Maintenant, au niveau africain, la pollution de l'air intérieur a beaucoup plus d'impact sur la santé humaine. Donc, en changeant ses choix de vie, en assainissant nos modes de vie, on réduit la pollution atmosphérique. En utilisant moins de transport, favorisant le transport de masse, le transport collectif, en favorisant la marche, le vélo, on va réduire l'utilisation des véhicules qui utilisent des carburants fossiles et à ce moment-là, on réduit les émissions de polluants dans l'air. La cérémonie officielle de la Journée mondiale de l'environnement au Sénégal aura lieu mardi prochain à Guédiawaye. C'est une collaboration entre le ministère de l'Environnement et le CETUD. Lendemain de Korité dans les marchés de Dakar, les ordures constituent le décor au marché HLM par exemple, marché très fréquenté la veille des fêtes religieuses. Les agents de l'UCG s'attellent au nettoyage. Les stands installés pour les besoins de la fête sont encore sur place. C'est le constat ce matin de notre reporter Koumba Sandiane Faya.
La fête d'Alaït est passée, les marchés désemplis de leur monde, mais les ordures sont restées. L'insalubrité met mot dans beaucoup de lieux de commerce. Au marché HLM, des sachets plastiques et tables démolies s'aperçoivent partout sur les allées de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Certains stands sont encore sur place. Korité ou bien la fête de Tabaski, les marchands, les vendeurs. Il y a une manque d'organisation au niveau des marchés HLM ou bien partout même en Sénégal. Moi j'avais voulu, on essaie de sensibiliser la population sénégalaise, surtout ceux qui sont dans les marchés. On a trouvé quelques-uns ici et nous sommes allés déplacer vers eux et essayer de leur convaincre. Face à cette insalubrité, l'UCG semble prendre les devants, pelles, brouettes, râteaux, camions, tout un dispositif de nettoyage. Mamadou Diop est le chargé de l'opération. On fera toujours ce qu'on doit faire. Peut-être hier, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui est en train d'opposer parce qu'ils sont compris. Il est normal que chaque personne participe dans cette opération. On en parlait, les personnes qu'on a trouvées le matin ici, ils sont compris. Les stands sur place vont devoir être désinstallés. La société de location en charge passe à l'action. Dans d'autres stands, des commerçants y sont encore. Ils s'empressent de quitter les lieux. Le délai de la foire est écoulé. Une opération de nettoyage qui cible d'autres marchés suite à un programme de l'unité de coordination de gestion des déchets solides qui veut moins de déchets dont les marchés avant, pendant et après les fêtes. Comme Sandiane Faye, l'opération Korité Zéro Déchet se poursuit ce jeudi, lendemain de Korité. L'objectif de cette opération, initiée par le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, nettoyer et maintenir propres les lieux de culte, les marchés, grandes artères, entre autres. L'opération Zéro Déchet a démarré la veille de Korité. C'est devenu maintenant une mauvaise habitude chez nous. Les lieux de travail sont désertés les lendemains de fête. La plupart des travailleurs sont à l'intérieur du pays pour célébrer la fête en famille. Si certains ont eu une autorisation d'absence, d'autres prennent l'initiative de prolonger leur fête. Abdoulaye Diop a visité quelques entreprises ce matin. Reportage. Nous sommes à l'agence Sénélec Bourguiba. Sur place, ce n'est pas l'affluence des grands jours. Quelques rares clients viennent régler leurs factures. Ça va? Trouvé dans son bureau, Joseph Désiré Diokh, chef d'agence, nous fait savoir que la moitié du personnel est absente. Comme toute fête, là, on essaie il y a beaucoup de permissions, mais on tient compte de la présence des agents, surtout au niveau de l'accueil. Donc on tient qu'il y ait au moins un agent qui puisse gérer. Et pour le reste, la plupart des techniciens sont aptes. Dis-toi que la moitié du personnel ne sont pas sur place. Cependant, il rassure que beaucoup ont eu une autorisation d'absence. Une autorisation, il y a des autorisations. Parce que beaucoup de gens, la particularité de Bourguiba, beaucoup d'agents, ils habitent les régions. Surtout tous les techniciens qu'on a ici, c'est des techniciens qui habitent les régions. Ziguinchor, d'autres à Diourbel, d'autres à Kaolack. En face de la Sénélec, la direction générale des examens et concours. Ici, pas l'ombre d'une personne. Nous quittons la direction des examens et concours, direction la caisse de sécurité sociale. Le DRH, qui se dit nouveau dans la boîte, n'a pas souhaité être enregistré, mais le conseiller en communication rassure. Bien qu'on dépende de l'État, on s'était privé. Donc, tout le monde là, ce matin, lui-même a été obligé de faire les salariés et il a vu que tous les cas, en commençant par le début. Le constat est presque général, bien qu'aujourd'hui n'est pas un jour férié, mais dans la plupart des entreprises, le travail marche au ralenti. Si certains ont eu une autorisation, d'autres ont opté de s'absenter et risquent de trouver une demande d'explication sur leur bureau à leur retour. Là, on va demander une explication. RFM. L'actualité internationale. Nous accueillons Anna Rocha, bonjour. Bonjour Youssouf, bonjour à tous. Et Deoneti. Merci Deoneti, à vous aussi. D'abord la situation au Soudan avec la violente répression des militaires. La répression n'a pas fait plus de 46 morts selon les autorités soudanaises. Un premier bilan du gouvernement fourni ce jeudi qui rejette jusque-là les chiffres donnés par un comité proche des manifestants. Les précisions de Jean-Paul Nour. La répression contre le mouvement de contestation cette semaine au Soudan n'a pas fait plus de 46 morts. C'est ce qu'a affirmé ce matin le gouvernement soudanais dans un premier bilan, ce qui rejette les chiffres divulgués jusque-là par un comité proche des manifestants.
Le ministère de la Santé a démenti que le nombre de morts lors des récents événements est atteint 100 et assure que le chiffre n'a pas dépassé 46, a rapporté l'agence officielle SUNA. Selon le comité de médecins proches des manifestants, 108 personnes ont été tuées et plus de 500 blessés depuis lundi, date de la brutale dispersion d'un sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum. Le Soudan est secoué depuis décembre par un soulèvement populaire inédit qui a conduit au renversement par l'armée de l'ex-président Omar el-Béchir le 11 avril. La mobilisation s'est toutefois poursuivie, les manifestants réclamant le transfert du pouvoir aux civils. Les négociations entre la contestation et le conseil militaire ont achoppé le 20 mai, chaque parti souhaitant prendre la tête de la transition prévue sur 3 ans. Lundi, le sit-in tenu depuis le 6 avril devant le siège de l'armée a été dispersé, le mouvement de contestation dénonçant un massacre perpétré par des milices du conseil militaire. Ce dernier a réfuté tout usage de la force, évoquant une opération de nettoyage à proximité du rassemblement qui aurait mal tourné. L'opération a été condamnée par le secrétaire général de l'ONU, les États-Unis et la Grande-Bretagne notamment. Les soutiens de l'armée, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en tête n'ont pas dénoncé la répression, mais appelé au dialogue entre les militaires et la contestation. Jean-Paul Ndour, un ex-policier congolais, demande son extradition du Sénégal vers son pays d'origine. Il s'agit de Paul Mulwambe, condamné à mort par contumace pour son rôle présumé dans l'assassinat d'un militant des droits humains. Cet ancien cadre de la police congolaise déclare à l'AFP qu'il attend la réaction du Sénégal et de la RDC. Le 2 juin dernier, il déclarait à Jeune Afrique vouloir que la République démocratique du Congo demande son extradition parce qu'il vit caché ici au Sénégal depuis 5 ans et ce sans jugement. En RDC, la Commission nationale des droits de l'homme a rendu public hier son rapport d'enquête sur la tuerie de Yumbi. La CNDH relève l'implication des autorités gouvernementales. La commission dit, je cite, « Ces violations et atteintes aux droits humains sont imputables au gouvernement congolais à travers certains ministères qui étaient censés prévenir ou intervenir pour empêcher la commission de ces actes. » Fin de citation. L'une des rapporteuses de la CNDH explique selon RFI que certains éléments pas encore identifiés appartiendraient aux forces de défense et de sécurité qui auraient participé aux violences avec des armes de guerre. Le rapport de la CNDH parle de 524 morts et 236 blessés comme celui établi par le ministère des Droits humains. Mais le porte-parole de l'association des victimes dit que ces rapports ne reflètent pas la réalité des massacres de Yumbi. Risque de famine en Somalie à cause de la sécheresse, l'une des pires même que le pays ait connue depuis des décennies. L'alerte est du secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires. Mark Lowcock annonce par ailleurs que les Nations Unies ont débloqué en urgence 45 millions de dollars pour aider la population, notamment en eau et en nourriture. Ces fonds devraient aussi servir à appuyer certaines régions de l'Éthiopie et du Kenya, Youssouf. Nous quittons l'Afrique pour l'Europe. En Allemagne, un infirmier a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de 85 patients en 5 ans. Il est actuellement considéré comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire. L'infirmier allemand de 42 ans a été reconnu coupable aujourd'hui d'avoir commis 85 meurtres dans des hôpitaux où il a travaillé entre 2000 et 2005. Il avait déjà été condamné pour 6 meurtres et la police allemande le suspecte d'avoir tué au total 200 patients par injection médicamenteuse. Par contre, ces affaires ne pourront plus être éclaircies puisque les corps d'un grand nombre de victimes ont été incinérés, Youssouf. Merci Anna Rocha pour ce tour de l'actualité internationale. RFM Sport.
Nous accueillons Chartiyan Diagne. Bonjour cher. Bonjour à vous Youssouf Boyan, bonjour à tous. À toi aussi. Merci à vous Youssouf, de venir à vous. D'avoir donc avec cette nouvelle tempête pour le foot africain. Ahmad Ahmad, entendu par la police anticorruption française. Et c'est Jeune Afrique qui annonce donc l'interpellation du président de la Confédération africaine de football ce matin à Paris par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Un contrat de sponsoring rompu par la Confédération africaine de football serait en cause. Abdoulaye Diop. Selon les informations de Jeune Afrique, cette interpellation serait liée au contrat rompu unilatéralement par la CAF avec l'équipementier allemand Puma pour s'engager avec la société Technical Steel basée à la Sine-sur-Mer. Une signature de contrat qui, selon l'ex-secrétaire général de l'instance continentale, Amr Fahmi, aurait été favorisée par la proximité entre Ahmad Ahmed et un des dirigeants de l'entreprise française et dont le surcoût atteindrait $830,000, soit 739 000 €. Toutes les décisions ont été prises de manière collégiale et transparente. C'était défendu mi-avril, le patron du foot africain. Cette interpellation donc à quelques jours du démarrage de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations devant se déroulé en Égypte. Cette Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu, l'international sénégalais Sadio Mané va y participer et notez bien qu'il a remporté ce matin le 11 d'or. Il est le premier joueur africain à avoir ce titre depuis Didier Drogba en 2004. L'attaquant sénégalais détrône Ronaldo et Messi, les deux derniers lauréats. Jürgen Klopp, son entraîneur à Liverpool, s'adjuge aussi le titre de meilleur entraîneur. Nous parlons de la Ligue Europa, ou plutôt la Ligue des Nations, avec donc la seconde demi-finale qui va se jouer aujourd'hui, donc entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Ce sera à partir de 19h. Notez qu'en cas de victoire de l'une ou de l'autre des deux équipes, elle va affronter le Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé hier. À lui tout seul, il a qualifié sa nation, le Portugal, en finale. Après avoir sorti la Suisse sur le score de 3-1, CR7 en fin de partie a signé les buts du succès, 88e et 90e minute de jeu. Avant cela, il avait ouvert le score dès la 25e minute de jeu, l'inusable Cristiano Ronaldo. Et puis nous parlons, Youssouf, de la Coupe du Monde Junior qui se poursuit en Pologne. Le Sénégal qui va entrer en lice samedi prochain à partir de 18h30 pour les huitièmes de finale. Ce sera contre la Corée du Sud. Avant cela, à partir de 15h30, toujours ce samedi, les États-Unis vont en découdre avec l'Équateur. Mais demain déjà, notez le début donc de ces huitièmes de finale. La première devant opposer la Colombie à l'Ukraine à partir de 13h30 et puis l'Italie qui va en découdre avec le Mali, autre nation africaine à ce stade de la compétition. Ce sera à partir de 16h30, Youssouf. Et puis coup dur pour le Brésil, pas de Copa América pour Neymar. Ah oui, la malédiction qui continue pour la star brésilienne. Neymar déclare forfait pour la Copa América qui va se dérouler chez lui. Il s'est blessé hier sérieusement à la cheville lors d'une rencontre amicale contre le Qatar. Nous allons écouter Détouba Ndiaye. La Fédération brésilienne de football a annoncé aux premières heures de ce jeudi le forfait de Neymar, son attaquant vedette pour la Copa América prévue du 14 juin au 7 juillet prochain. Il ne participera pas à la compétition continentale qui fait son retour dans ce pays 30 ans après. Dans un premier temps, le joueur était sorti sur blessure à la suite d'un dur tacle d'Emilien Madibo lors du match amical hier remporté par les Auriverts devant le Qatar sur le score de 2-0. Neymar est victime d'une entorse de la cheville et doit rester au repos au minimum de 6 semaines à 2 mois selon la commission médicale. Le forfait de l'attaquant parisien laisse certains supporters informés très tôt sceptiques devant les caméras de télévision. Il l'attendait dans la compétition afin de récupérer le statut perdu de la sélection après les fiascos des 2 dernières Coupes du Monde. Pourtant, rien ne laissait présager un tel malheur. Car durant le réchauffement des deux équipes, Neymar a été ovationné par les 30 000 supporters présents au stade Mané Garrincha de Brasilia. Aussitôt après le match, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui était présent au stade, a fait question de lui rendre visite d'1 heure à l'hôpital. Le staff de la sélection doit commencer à lui chercher aujourd'hui un remplaçant où Lucas Moura, Doudou, Vinicius Junior, William, Renato Augusto et Philippe Anderson sont en pole position. Rappelons que depuis un certain temps, tout tourne mal pour Neymar avec des blessures à répétition, mauvaise hygiène de vie, mauvaise fréquentation et maintenant
son affaire de viol dans un hôtel parisien sur une Brésilienne a élucidé rapidement. Détoubab Ndiaye au Brésil pour la RFM. L'excellentissime Détoubab Ndiaye. Effectivement. Voilà, donc le plaisir à l'écouter. Voilà, justement originaire du Saloum et qui vit donc dans ce pays depuis plus de 20 ans maintenant. Effectivement, cher. Nous parlons basketball masculin avec le trophée de la Coupe du Monde qui séjourne à Dakar. Ah oui, il va arriver donc ce trophée aujourd'hui, cet après-midi, à partir de 15h30. Il sera par la suite exposé au stadium Marius Ndiaye pour des séances de photos. Le Sénégal, pour rappel, prend part au tournoi prévu en août prochain en Chine. Le Sénégal est logé dans le groupe H en compagnie de la Lituanie, de l'Australie et du Canada. Youssouf. C'était les sports avec Cherti Diagne. RFM, la chronique du jour. La déroute électorale des partis traditionnels lors des européennes en France et en Italie, c'est le prétexte de la réflexion de Abdoulaye Ndiaye. Comment donc comprendre la perte d'influence des partis historiques ailleurs ou ici au Sénégal? Abdoulaye Ndiaye. Est-ce en effet le nouveau crépuscule des partis historiques d'ici et d'ailleurs? L'interrogation découle de consultations électorales qui les précipitent de plus en plus dans une sorte de descente aux abîmes. Une situation qui fait croire à la fin d'une période ou simplement d'un cycle. Prenons exemple sur les démocraties européennes. C'est une montée des populismes qui consacre l'irruption sur la scène politique des partis d'extrême droite. C'est ainsi que la France et l'Italie nous offrent des modèles de société qui portent en elles un sentiment de repli national. Un repli national qui se façonne à travers un fonds de commerce anti-immigration et anti-islam, développé par le Rassemblement national de Marine Le Pen et le mouvement italien de la Ligue du Nord de Salvini, pour ne citer que cela. Les scores réalisés par leurs partis respectifs lors des dernières européennes ont été possibles du fait de leur capacité à surfer sur la détresse des couches sociales. Ils ont même réussi, et c'est un euphémisme, l'extinction électorale de formations historiques jusqu'ici présentées comme les symboles d'un système politique qui semble désormais appartenir à un monde ancien. Et pour preuve, leur discours devient de moins en moins attractif et mobilisateur. Cette même fin de trajectoire pourrait frapper certains de nos partis, qui des années durant ont dominé l'échiquier politique national avec leurs leaders charismatiques. Ils sont en effet traversés aujourd'hui par des contradictions internes qui minent leur unité, les installent dans une sorte de coma végétatif avec l'impossibilité de proposer un discours programme ou idéologique pouvant correspondre aux attentes des masses laborieuses. Certains de ces partis cèdent d'ailleurs à l'envie d'être de simples éléments d'appoint dans une nouvelle majorité, là où d'autres, retranchés dans une adversité politique absolue, semblent préparer l'arrivée d'un messie qui tarde à apparaître à l'horizon. Voilà qui nous fait dire, avec l'historien René Raymond, que la politique n'est plus ce qu'elle était et que les partis historiques, pour continuer d'exister, n'auront d'autre choix que de s'adapter au contexte changeant de nouvelles réalités politico-sociales. RFM, la presse du jour. La presse de ce matin, quelques journaux sont parus donc ce jeudi, lendemain de Korité. C'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une Korité sur fond de polémique sur le pétrole. Hier, des prêches et autres retours aux valeurs n'ont pas réussi à noyer les effluves. Et l'affaire Petrotim à l'USAL, BBC s'est imposé à marge de la prière. Le gouvernement en contre-attaque bûcheronne le soleil. Conférence de presse de la porte-parole du gouvernement Ndeye Tické Ndiaye Diop pour dénoncer ce qu'elle appelle un tissu de contre-vérité. Un reportage tendancieux. Un peu avant, c'est son boss Macky Sall lui-même qui est monté au créneau pour exiger que la vérité soit rétablie dans cette affaire. Ses propos s'étalent à la page 3 du journal qui offre 5 de ses premières pages au gouvernement pour démonter, c'est le mot du confrère, les accusations fallacieuses de BBC. BBC, justement, le confrère s'y attarde pour dire que la chaîne britannique n'est pas aussi blanche que neige en matière d'éthique et de déontologie. Le Soleil rappelle que BBC n'en est pas à son premier truc. Elle a été épinglée en 2011, 2015 et 2018 pour bidonnage et faux reportage. Le journal rapporte l'année dernière un aveu scandaleux selon les termes du Huffington Post émanant de la BBC à propos d'un reportage réalisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle avouait, signale toujours Le Soleil, avoir truqué une scène de l'un de ses documentaires diffusés en 2011 afin, je cite, de rendre le reportage plus attractif, avait révélé le tabloïd anglais The Guardian le 4 avril 2018. En effet, dans ce documentaire My Year with the Tribe, mon année avec la tribu, l'équipe filmait plusieurs indigènes vivant dans une cabane dans un arbre. Vérification faite, la cabane était construite pour les besoins du tourisme
tournage. Conclusion de Sud Quotidien, l'État brouille BBC, Macky Sall soupçonne des forces étrangères. C'est un tissu de contre-vérité destiné volontairement à manipuler l'opinion et jeter le discrédit sur le gouvernement et l'État du Sénégal. Dans ce journal, Jacques Abibsi, de la société civile spécialiste des politiques publiques, réclame le départ d'Aliou Sall de la Caisse de dépôt et consignation. Ousmane Sonko lui accuse Macky Sall. Il est le seul responsable, a-t-il dit. Dans l'Observateur, interview exclusive de la journaliste, auteur du reportage, Mayeni Jones, elle affirme avoir enquêté pendant un an. La BBC a offert, note-t-elle, à plusieurs reprises l'occasion à Aliou Sall et Franck Timis de répondre, mais ils ont toujours refusé. Et la conséquence, le gouvernement est en communication de crise, estime l'Observateur. Le confrère en profite pour dresser le profil d'Aliou Sall, pour le qualifier d'intouchable de la République à tort ou à raison. Aliou Sall, c'est pas de démission, pas de plainte. Abdoulaye Timbo, lui aussi, a réagi. Il estime dans ce journal qu'il n'a jamais été au courant d'une activité ou d'une transaction faite par le biais de adjutance. La Korité et la prêche des imams, ou plutôt la colère des imams, pour paraphraser Sud Quotidien, c'est au sujet des accidents, des violences et autres pertes de valeurs. Selon Le Soleil, les religieux demandent le retour à Dieu. À la grande mosquée de Dakar, l'imam Alioune Moussa Samb plaide la démocratisation du foncier et décrète Dakar chasse gardée des autochtones. Sport pour terminer, en route vers la CAN, Sud Quotidien note qu'une vingtaine de lions sont au rendez-vous à Saly. Mondial suivant, l'Observateur fait focus ce matin sur Amadou Sagna, dont le confrère nous dit que c'est le joyeux de Bignona. En diamant brut, il détient un record, but le plus rapide de la Coupe du Monde U20, deuxième meilleur buteur ex-aequo, 4 buts dans cette Coupe du Monde. Le joueur de Kayor FC fait son bonhomme de chemin. Bonne nuit à tous. Cette revue de presse de Mohamed Aliouba qui met fin à ce journal. Il est 12h passé de 36 minutes. Je vous rappelle les titres. Youssouf Boudjan. Près de 100 millions de francs CFA de marchandises emportées par les flammes à Koungheul. La plus grande boutique de la ville a pris feu ce matin. Le groupe BP brise le silence et se dit surpris et déçu par les informations révélées par la BBC. La société britannique dit avoir respecté la loi et se réserve le droit d'ester en justice le média britannique. Sur cette affaire, Petro-Tim, Aliou Sall, BBC, SOS Consommateurs exige des réponses au gouvernement dont la communication de crise est jugée cauteuse par des spécialistes que vous avez entendus dans ce 12 heures. Et puis, lendemain de Korité, le décor est presque le même dans la plupart des marchés du pays. Les ordures font la loi. L'UCG a déployé ses équipes pour nettoyer ces marchés. C'est dans le cadre de l'opération Korité Zéro Déchet qui se poursuit. 7 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde à cause de la pollution de l'air. Un changement dans nos choix de vie préconisé par ONU Environnement à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée hier. Abdoulaye Ndiaye était au rendez-vous pour sa chronique du jeudi. Mohamed Aliouba a fait le tour des quelques journaux qui nous sont parvenus ce matin. À la technique, il y avait Aliouba, Malan Sonko à la production. À la réalisation, Elhaj Ndiogou Diène à 13h. Retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye